Hélène Buzetti, Michel David, Chantal Hébert, bonsoir. 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 Je vais quand même vous entendre sur cette crise des médias qui se poursuit. 547 mises à pied au groupe TVA. On a entendu Pierre-Carl Péladeau plus tôt. Il dit il faut sauver TVA, mais pour le sauver, la seule façon c'est de sabrer quand même pas mal. C'est le tiers des employés. Hélène, première réaction. Ça continue, quoi. Écoutez, ça m'attriste énormément. Moi-même, je travaille aussi pour un groupe médiatique, les Coop d'information, qui regroupe les 6 quotidiens régionaux du Québec, qui vont sabrer presque le tiers des employés aussi. C'est toute notre industrie qui s'en va à volo. C'est extrêmement inquiétant. Puis bon, pendant ce temps-là, Ottawa tente de trouver une solution avec un projet de loi et fait face à une rigidité certaine là, des géants de la Silicon Valley. Fait qu'on voit pas beaucoup d'espoir à l'horizon. Et du côté du Parti conservateur, par exemple, qui serait peut-être le gouvernement de remplacement des libéraux, eh bien, on sait très bien qu'il n'y a aucun appétit de ce côté-là à aider le milieu médiatique. On les voyait d'ailleurs ce matin, un comité parlementaire s'attaquer à la direction de CBC. Alors, l'horizon m'apparaît très sombre. Michel et Chantal, il y a comme une page qui se tourne. Là. Il y a comme TVA, c'est important au Québec. C'est tout à fait réel pour les gens. Les gens vont bien mesurer jusqu'à quel point la crise peut aller, Michel. Ah oui, c'est clair qu'on ne peut pas faire des compressions comme celle-là sans que ça paraisse. Et ça va être inévitablement douloureux, évidemment, pour les gens qui travaillent à TVA et pour le public. Mais ceux qui vont probablement payer en premier, et c'est toujours le cas, c'est les régions. Là, on peut s'attendre à des fermetures de postes régionaux. En ville, il y a toujours comme une espèce de substitut possible pour le téléspectateur. C'est beaucoup moins évident d'avoir de l'information régionale quand il y a des acteurs comme ceux-là qui disparaissent. Alors, ça augure mal parce que la crise, là, c'est pas TVA qui est le seul poste qui est affecté. On écope tous. Hélène parlait des coops d'information. Au devoir, je vous assure que c'est pas tellement drôle non plus, là. Alors, c'est triste, mais... Voilà, la liste est longue, oui. Et Chantal, CTV, on rappelait tout à l'heure avec Andréane CTV, bon, il y en a plein, la liste est longue. C'est au printemps dernier, 1300 personnes à CTV d'un coup. Il n'y a personne ici qui travaille pour un média qui n'est pas dans un état de précarité extrême. C'est vrai en français, c'est vrai en anglais, c'est vrai du Star, qui a déjà été le quotidien avec le plus gros tirage en Amérique. Et en plus, Hélène le souligne, il y a le parti qui aspire le plus au pouvoir après les libéraux voudrait mettre la clé dans la porte de la CBC. Alors, imaginez au niveau des régions, et là, pas seulement au Québec, l'appauvrissement de l'information si on met la clé sur la porte de tous ces endroits-là. Et au même moment, dans le cas de TVA, c'est plus que les médias d'information. Oui, il y a une crise, mais il y a aussi que c'est un incubateur culturel important. Et à la hauteur des compressions qu'on pratique, ça va avoir des conséquences qui vont au-delà de la capacité de diffuser de l'information et qui vont avoir un impact sur le milieu culturel au Québec. Très bien, oui, tout à fait. Hydro-Québec, aujourd'hui, plan qui était très attendu par le gouvernement, c'est la carte routière des prochaines années pour augmenter... Ça, c'est le gros morceau, là. Je veux dire, il y a beaucoup de choses, mais augmenter la production. Il y a plusieurs moyens pour augmenter la production. Vous avez jeté un coup d'œil. Hélène, première réaction. M. Sebia est vraiment enligné, je le disais, avec les vues de et Fitzgibbon et M. Legault. Oui, c'est intéressant et vous en avez beaucoup... Oui, évidemment. Vous en avez parlé beaucoup tout à l'heure dans votre entrevue avec M. Sebia. L'ampleur des investissements qui nous sont annoncés est colossale. C'est plus ou moins multiplié par 3, voire par 4, les investissements qu'on va faire chaque année au cours des 10 prochaines années. Hein. Passer de plus ou moins 4 milliards à quelque part entre 12 et 16 milliards. C'est immense, c'est colossal et ça commande de mener un débat, et j'espère qu'on l'aura, sur comment on finance ça. Il y avait cette discussion, vous l'aviez. Comment on fait ça? Est-ce qu'on ne semble pas vouloir hausser les tarifs résidentiels? Bon, d'accord, mais alors, est-ce qu'on hausse ceux du commercial, de l'industriel? Mais aussi, toute cette histoire de
des profits, donc des redevances qui sont versées au gouvernement québécois. Si on diminue ça, eh bien, ce sont des impôts qu'on va devoir augmenter autrement. Et donc là, vient le débat de comment on répartit la facture. Est-ce que ce sont plus les contribuables versus les contribuables corporatifs? Il faut qu'on ait un débat là-dessus. Toutes les propositions sont légitimes, mais il faut qu'on se prononce de manière éclairée là-dessus. Chantal, le point de départ de Michael Sabia et d'autres, c'est de dire qu'il y a une course effrénée, puis il faut qu'on accélère. Et Hélène a raison de le souligner, les investissements sont multipliés de manière assez impressionnante. Bon, et c'est une chose, Hélène a complètement raison de parler de financement, parce que la façon dont on finance va avoir un impact sur l'enveloppe qu'on peut consacrer aux programmes sociaux, par exemple, au Québec, versus les impôts que les contribuables vont verser. Ça ne peut pas se passer en vase clos. On va s'occuper de tout ça et ça n'aura aucun impact sur le consommateur, qui est également un citoyen. On dit toujours que le diable est dans les détails, mais dans ce cas-ci, le diable est dans des pièces maîtresses. Je vous en donne là, quelques exemples. Les projets de barrage, d'abord, il faudra en trouver qui ont l'acceptabilité sociale, y compris l'accord des Autochtones. Ça n'a pas toujours été facile. Ça a souvent été impossible. C'est pas fait. On a la main-d'œuvre. Où est-ce qu'on va trouver tous ces ouvriers dont on aurait besoin et au prix de qui va devoir s'en passer? Les négociations avec Terre-Neuve, on ne connaît pas leur issue. Et sur le plan politique, quand vous regardez ce plan-là, on comprend que pour qu'il soit mis à exécution, il faut qu'il survive à des changements de gouvernement. Je sais que M. Legault n'aime pas qu'on parle dans ces termes-là, mais il va y avoir un autre gouvernement que la CAQ et peut-être plusieurs entre maintenant et l'exécution. Donc, il va falloir que les projets fassent consensus au niveau politique. Et ça, c'est facile à dire, mais c'est pas mal moins facile à réaliser. Michel. Oui, bien, je pense que le consensus, aujourd'hui, j'écoutais les réactions des partis d'opposition. Il n'y a personne qui remet en question les objectifs du plan d'Hydro-Québec. Sur l'essentiel, l'augmentation de la puissance, de la capacité d'Hydro-Québec, l'éolien, les économies d'énergie. Il y a beaucoup de questions que vous avez posées à M. Sabia dont il n'avait pas la réponse parce que ça ne dépend pas de lui. Mes collègues en parlaient, Hélène et Chantal. Par exemple, le 3 le 3 c'est parce que M. Legault a décrété que ça n'irait pas au-delà d'une augmentation. Il a mis le couvercle, mais le couvercle peut sauter si le gouvernement change, ou même si M. Legault, au lendemain de la prochaine élection, s'il est toujours là, on ne sait pas quelle va être la situation financière du Québec, mais ça a des incidences sur le dividende, etc. Alors, c'est pas coulé dans le ciment. Il y a beaucoup... On s'entend sur la feuille de route, mais honnêtement, on peut faire beaucoup de détours là, avant d'en arriver là. Il y a un expert qui disait aujourd'hui, c'était avant vous, Hélène, chez Alec Mousseau, qui disait il faut quand même reconnaître qu'il y a une cohérence avec l'objectif de décarboniser. On a créé décarboner, c'est le nouveau verbe. Moi, j'utilisais l'ancien. Tout va bien. Le Québec, il y a une cohérence. C'est juste que pour être cohérent, le prix est énorme. Tu sais, c'est un peu ce que vous soulignez. OK. Ça, c'était la conclusion de ce sujet-là. Parlant de quelqu'un qui pourrait ne plus... Vous avez dit, Legault, on ne sait pas... Mais je vais vous parler... Je vous amène avec Justin Trudeau. Percy Down, que Chantal connaît bien, que le grand public connaît moins, ancien chef de cabinet de M. Chrétien, qui est sénateur aujourd'hui, qui a dit, peut-être qu'il dans un papier, là, qui a dit peut-être que M. Trudeau, ce serait le moment qu'il parte, en 2 mots, et qu'un leader émerge de ce caucus très talentueux. Je vous fais entendre la réaction de M. Trudeau. M. Poilievre qui a repris ça en chambre, je reviens. Former staffer for Jean Chrétien, Percy yeah. Down. How's he doing? He wants you to quit. Oh, well, I wish him all the best in the work that he's doing. Même les libéraux sont d'accord que ce premier ministre n'en vaut pas le coup. Est-ce que c'est seulement Mark Carney qui peut sauver le gouvernement libéral? C'est très bien qu'on a fait un choix avec lequel les conservateurs sont pas d'accord. On a fait le choix d'investir dans les Canadiens parce que des pays confiants investissent dans leur monde. Bon, Chantal, est-ce que c'est le début du supplice de la goutte? Est-ce que ça présage de quelque chose de plus régulier qui va arriver? Des gens qui vont lever la main en disant « Ah, peut-être ».
Bon, alors, le sénateur en question a été chef de cabinet de Jean Chrétien, mais il n'y a pas de lien avec l'équipe libérale actuelle. Et donc, Justin Trudeau, vous l'avez bien compris, ne le comptait pas parmi les amis de la maison. Cela dit, c'est quelqu'un qui est très identifié au gouvernement et au Parti libéral et qui le fait à visage découvert. Et c'est jamais des joueurs de centre qui font ce genre de manœuvre-là. C'est définitivement ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit, quelque chose que beaucoup de libéraux pensent tout bas et racontent tout bas quand on leur parle. Ce qui a énervé beaucoup plus, cela dit, le bureau du premier ministre aujourd'hui, c'est pas nécessairement la lettre ouverte de Percy Down, mais l'entrevue de Mark Carney qui a paru dans le Globe and Mail où il dit « Moi, oui, M. Trudeau est en poste, il est bien en selle, mais moi, j'écarte pas ça. Là, me présenter à la direction du parti, là, on n'a vraiment pas apprécié l'idée qu'il se mettait dans la fenêtre. Vous avez un problème de leadership? Je suis là. » Et il avait été un petit peu plus discret lors du, je ne sais pas si on n'appelle pas ça le conseil, mais lors d'une réunion des libéraux, on lui avait posé la question, Michel David, oui, il est moins discret, là. Oui, à l'époque, si ma mémoire est bonne, il avait dit oui, j'appuie le gouvernement, mais ce qui n'engageait pas à grand-chose. Mais là, il n'appuie pas le gouvernement sur au moins un élément important qui est survenu au cours des derniers jours, c'est la décision de M. Trudeau d'éliminer ou de suspendre la taxe carbone sur le chauffage au mazout. Ce que M. Carney a dit, c'est « Moi, j'aurais trouvé une autre façon de soulager les contribuables. » Alors là, il met le doigt sur un bobo, là, une plaie qui est ouverte actuellement au Parti libéral et au gouvernement. Et ça fait mal. Là, on voit vraiment qu'il ne cherche pas du tout à aider M. Trudeau, là, bien au contraire. Je reviens à M. Down, j'ai trouvé intéressant aussi ce qu'il disait du positionnement du Parti libéral du Canada actuellement, qui risque, et c'est clair, de perdre beaucoup de gens qui, sans être des conservateurs, sont des gens qui trouvent qu'il n'y a pas beaucoup de responsabilités fiscales et financières actuellement dans ce gouvernement-là. Et qui risque de bouder les libéraux. Et ce que M. Down disait, c'est qu'il risque d'arriver, et là, peut-être qu'il exagérait un peu, mais au Parti libéral du Canada, ce qui est arrivé aux libéraux en Grande-Bretagne, qui sont pratiquement hors du portrait. Et il y a eu quand même des précédents, là, pas plus tard qu'en 2011, ici, où on a vu que le Parti libéral était arrivé au 3e rang, avait été éclipsé par le NPD de Jack Layton. Alors, il y a un danger sérieux là, pour les libéraux quand on regarde les sondages actuellement. Hélène, votre vision de ce qui se passe? Il y a deux choses que je peux dire sur M. Percy Down. D'abord, sa stratégie, dire il faut se débarrasser du chef avant la prochaine élection, en mettre un nouveau. D'un point de vue stratégique, en tout cas, le passé nous annonce que c'est pas nécessairement très gagnant. C'est rare que un nouveau chef qui remplace un premier ministre sortant au terme d'un long mandat réussit à reporter ses troupes au pouvoir. Pensez à John Turner, Kim Campbell, les deux frères Johnson, Daniel et Pierre-Marc. Le seul exemple qui me vient vite en tête là, d'une telle succession réussie, c'est Kathleen Wynne en Ontario qui avait remplacé après 10 ans de pouvoir les McGuinty. Et ça donne que Mme Wynne, il y a beaucoup de gens qui travaillaient pour elle qui sont maintenant dans ce gouvernement libéral. Mais en général, c'est pas payant. Quand on sait qu'on s'en va à l'abattoir électoral, parfois, mieux vaut garder son vieux cheval que d'y gaspiller beaucoup de sang neuf. Mais ceci dit, ça témoigne d'un très grand malaise et tout ça arrive dans le contexte, comme Michel l'expliquait, de cette taxe sur le carbone sur laquelle on a reculé en partie. Et là, vous avez toute la fronde conservatrice qui se lève. Ce sont les premiers ministres d'Alberta, de Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick, même de l'Ontario qui se lèvent et qui font ressurgir là, cette résistance bleue. Et aussi, j'attirerai votre attention sur le fait que toute cette histoire est en train aussi de créer des malaises au sein du NPD, partenaire de M. Trudeau dans ce gouvernement minoritaire. Là, M. Singh, il ne sait pas trop sur quel pied danser. Est-ce qu'il va appuyer le gouvernement dans ce recul ou va-t-il écouter les ailes provinciales du NPD? Parce qu'en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, le NPD dit qu'il n'est pas d'accord avec le recul de M. Trudeau et demande qu'on l'élargisse à d'autres formes de combustible. Parce qu'il est injuste, parce que le gaz naturel n'est pas compris et eux se chargent davantage. Gaz naturel, chantage, je vois réagir. Parce que le gouvernement, dans cette annonce, bon, je vais être poli, maladroite, a complètement perdu le contrôle du message.
a rendu service à Pierre Poilievre, qui maintenant dit, je l'ai toujours dit, que c'était pas neutre et puis que ça faisait mal. Le NPD, cet après-midi, a annoncé que la semaine prochaine, il va y avoir un vote sur une motion conservatrice qui demande qu'on étende cette suspension à l'ensemble des modes de chauffage, des carburants de chauffage. Le NPD va voter avec les conservateurs là-dessus. Même si eux disaient, plutôt que de faire une brèche dans la tarification du carbone, on devrait enlever la TPS. Mais là, ils vont effectivement prendre position contre Justin Trudeau là-dessus. On se rappelle là, que le pacte entre le NPD et les libéraux, qui tient les libéraux en équilibre à la Chambre des communes, le premier article de ce pacte, c'est pas de surprise. Moi, je comprends que des ministres qui touchent à ces dossiers-là ont été surpris de l'annonce de Justin Trudeau. J'ai comme l'impression que M. Singh a pas reçu d'appel pour lui dire qu'est-ce que tu en penses de mon idée brillante de faire ce genre de choses? Et si, c'est un gros si, là, puis les probabilités sont très faibles parce qu'il a dit qu'il ne le ferait pas, mais si jamais il voulait étendre, bien là, il y a peut-être des démissions libérales qui arriveraient. Michel David, le ministre de l'Environnement, à un moment donné, je pense qu'il n'en peut plus. Là. Non, bien là, il a fait une gaffe, mais il ne faudrait pas qu'il en fasse une autre qui aggraverait la première. Alors non, ça, je ne crois pas que M. Trudeau fasse ça. Je ne sais pas ce qu'il va décider, M. Trudeau. Je ne sais pas s'il va marcher dans la neige là, au mois de février, comme on lui suggère pour le 40e anniversaire de la première marche. Ou s'il va, parce que c'est toujours une possibilité. À un moment donné, si M. Trudeau se dit la seule façon de sauver mon poste, c'est de déclencher des élections, puis tout le monde va se resserrer autour de moi, j'y crois pas beaucoup. Mais enfin, les prochains mois vont vraiment être intéressants. Oui, parce que, Hélène, si le NPD, comme dit Chantal, qui disait on ne veut pas de surprise, décidait qu'il n'y a plus de pacte, le prochain rendez-vous, ce serait le budget, là. Oui, exactement. Bien, ce gouvernement-là a tendance à nous présenter des budgets de plus en plus tardifs, fin avril, donc les votes peuvent aller vraiment au début du printemps. Ceci dit, le pacte peut tomber et le NPD peut toujours se trouver une raison pour dire oui, mais ce budget-là, il y a quelque chose qui nous intéresse puis on va voter pour. Ça serait bizarre, mais c'est pas impossible. Donc, c'est pas parce que le bac tombe que immédiatement on s'en va en élection. Il y a quand même toutes sortes de possibilités, mais quand même, il commence à avoir pas mal de volatilité dans l'air. Et on le sent, Michel parlait du ministre de l'Environnement, M. Guilbeault, mais aussi celui des Ressources naturelles, M. Wilkinson, qui est quelqu'un qui croit beaucoup à la cause environnementale. Il provient de ce milieu-là. Ils ont fait campagne tellement là-dessus. Ils nous ont compté. On le sent pas. On le sent pas du tout convaincu dans la défense de la décision. C'est ça, oui. Deux choses. Si M. Trudeau ne prend pas de marche dans la neige, il se peut qu'il y ait des ministres qui décident d'en prendre une marche. Et d'annoncer qu'ils ne se représentent pas. Ensuite, Hélène a raison. Même si le pacte tombait, il faudrait encore que le Bloc québécois fasse front commun avec le NPD et les conservateurs pour faire tomber le gouvernement, parce que la balance du pouvoir dans ce Parlement, elle est partagée entre le Bloc et le NPD. Volatilité, je retiens ce mot. Hélène, Michel, Chantal, merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.